Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vous parle de courant d'air pour un autre monde. Là encore, j'imagine une histoire en forme de road movie. Bon, ça donne du mouvement. Mais avec plusieurs allers-retours entre la capitale et le lieu des rêves de Victor, le héros principal. L'histoire débute dans la région parisienne par la rencontre de Victor et de Nina, une jeune serveuse de bar. Deux personnages a priori éloignés l'un de l'autre, mais qui le sont peut-être pas tant que ça. Le début est saugrenu car Victor, qui est un peu au bout du rouleau, va encaisser par-dessus le marché toute une série de péripéties contrariantes regroupées, toutes sur la même journée. La principale de ces péripéties étant une prise d'otage dans une banque parisienne, prise d'otage un peu étonnante car réalisée par des escrocs manifestement débutants. C'est ainsi que Victor, Nina, auxquels se sont rajoutés Pauline et Clément, vont se retrouver séquestrés dans une tempête de neige, dans une grande bâtisse et dans un pays manifestement au bout du monde. Paradoxalement, dans cette situation, ils ne sont pas maltraités et après quelques jours de repos, quelques jours d'interrogation sans réponse, leurs ravisseurs reviennent les chercher et les ramènent à leur point de départ. Le plus surprenant, c'est sans avoir demandé aucune rançon. Donc la police, bien sûr, enquête, mais faute d'éléments, elle va finir par classer rapidement ce dossier sans gravité. En ce qui concerne Victor, lui, il a été séduit par son lieu de détention et il va mener sa propre enquête pour essayer de retrouver l'endroit où il a été séquestré et surtout reprendre contact avec ses étranges ravisseurs. Il ne sera pas au bout de ses surprises. Donc j'ai écrit cette histoire sans gravité pour le coup sur le mode badin et cocasse en m'efforçant de glisser des personnages savoureux qui sont des répliques de certaines figures non moins savoureuses, non moins pittoresques que j'ai pu croiser dans ma vie et qui m'ont beaucoup impressionné. Mon propos philosophique reste donc modeste, si ce n'est de convaincre le lecteur que la vie loin des villes n'est pas si désagréable que ça, mais bon, ça reste à l'appréciation de chacun. Mercredi 17 février 2010. Quand on sera vieux, lui dit-elle, on finira nos jours à Antibes. On achètera un petit studio, 50 mètres carrés maximum, et l'on soignera notre arthrose loin des brouillards, du crachin et de l'humidité. Victor regarda tristement le paquet de blondes qu'elle tenait à la main. Il était vide. À l'évidence, elle en consommait pratiquement 2 par jour, sans doute depuis l'âge de 15 ans. Il ne la contraria pas, jamais il ne lui reprocherait quoi que ce soit, jamais il ne la secouerait. Il vit le paquet disparaître dans son sac à main, avec le contrat du plan d'épargne logement qu'elle venait de signer. Dans leur dos, quelqu'un cria, il eut à peine le temps de se retourner. 2 individus armés et cagoulés de simples banilons les menaçaient. Tout le monde à terre, main sur la tête, et que ça saute. Ils étaient 5. Victor et Nina plongèrent instantanément, un trentenaire bien fringué les imita sans se faire prier, une élégante les rejoignit, aussi effrayée à l'idée de salir sa robe qu'impressionnée par les malfaiteurs. Le fait n'échappa pas à Victor qui se sentit un peu honteux. Seul un pépé tremblait comme une feuille morte et restait debout. Au grand étonnement de tous, les 2 malfaiteurs, sans aucune injonction supplémentaire, soulevèrent l'aïeul, l'un supportant les aisselles, l'autre les pieds, et le couchèrent délicatement comme s'ils avaient déménagé toute leur vie des objets fragiles. Puis le plus costaud des 2 gangsters, se frottant les mains d'un air satisfait, frappa sur le guichet. Au lieu de crier « l'argent et que ça saute », comme l'aurait fait n'importe quel opérateur expérimenté, il hurla simplement. « Mais il est où, ce con ?» Le caissier avait eu le temps de disparaître dans une pièce arrière, la clé tournait dans la serrure, et l'alarme hurlait déjà. « Oh, putain, Didier, ça sent mauvais », gémit le plus petit des 2 malfaiteurs. Le Didier en question ouvrit et referma bruyamment la culasse de sa carabine à canon scié pour bien signifier aux 5 allongés que la plaisanterie n'irait pas plus loin. Fini de rigoler, Polo, tu ramasses ces 2-là, moi les autres, et tout le monde dans le camion. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent bouclés avec Polo, dans un puissant 4x4 qui avait été bizarrement modifié.
Les vitres étaient peintes à l'intérieur, les fauteuils avaient été démontés et remplacés par des banquettes. Une odeur agricole, tenace et incongrue semblait diffuser d'une vieille couverture, jetée à la hâte sur les sièges. Putain, qu'est-ce que ça sent le cheval, fit Nina en rentrant. Avance, Roquépine et ferme-la, lui commanda Didier en lui enfonçant le canon entre les omoplates. L'incident avait duré au plus 2 minutes 15. Quand les policiers arrivèrent, en 7 minutes, ce qui était remarquable compte tenu du trafic, ils ne trouvèrent que quelques témoins, le directeur de l'agence, le caissier et le papy tremblotant. Ils avaient seulement vu partir les otages et les malfaiteurs dans un rutilant 4x4 noir dont ils ne connaissaient pas la marque, mais paré de jantes comme dorées à leur fin. Cependant, des 4x4 de luxe, il en circulait quelques-uns. L'information fut communiquée à toutes les voitures en service. Au bout d'une demi-heure, on retrouva le véhicule sagement garé dans une paisible contre-allée de l'avenue Foch. Il était en sens interdit, pas très loin d'un embranchement. Manifestement, le transfert des otages s'était fait facilement, cul à cul. Les rares passants n'avaient rien vu, la plupart des riverains non plus. Dans la pénombre du nouveau 4x4, qui était plus exactement un gros pick-up bâché, assis aux côtés de Nina et de leurs 2 autres compagnons d'infortune, Victor se pinçait pour croire ce qui lui arrivait. Après une fin de nuit sans incident, une lumière blafarde réveilla d'abord Nina. Elle avait plutôt bien dormi. À l'évidence, ils étaient toujours seuls, pas de gardien, pas de chaîne, pas de chien de garde. Cette incongruité l'empêchait d'échafauder la moindre des hypothèses et interdisait toute réflexion. En toile de fond, une vague inquiétude l'oppressait pourtant. Elle secoua un peu son protecteur. Et, Totor, il fait jour. Il ouvrit péniblement les yeux. Zut, Momo, je voulais dire. Pas grave, fit-il en cherchant à se connecter à cet univers inhabituel. Bon sang, qu'est-ce que j'ai faim, s'exclama leur jeune comparse en se réveillant. Victor et Nina le dévisagèrent. Ils ne semblaient pas inquiets de la situation, comme s'ils se croyaient en colonie de vacances. Seule l'élégante ne disait rien. Son maquillage avait coulé, de toute évidence elle avait pleuré et mal dormi. C'est comment ton petit nom? S'enquit Nina, pour meubler. Pauline, et toi? Les 3 autres se présentèrent à tour de rôle. D'abord Nina, puis Victor, et enfin Clément. Vraiment incroyable cette situation. Allons explorer cette prison, fit Victor en essayant comme les autres de se débarrasser, mais en vain, du foin qui couvrait ses vêtements. Ils se dirigèrent prudemment et sans conviction vers la grande porte de la grange. Elle était barricadée par 2 grosses serrures et sa poignée avait dû être forgée plusieurs décennies en arrière. Ils cherchèrent alors une issue improbable aux 4 coins de la bâtisse et constatèrent rapidement qu'elle était rapetissée par un stock de bottes de foin plus que conséquent. Zut! Qu'est-ce que c'est que ce piège? Jura Clément en disparaissant au travers du plancher. Ils s'approchèrent du mur et l'entendirent appeler de l'étage inférieur. Par ici, je suis dans une mangeoire, jetez de la paille avant de sauter. Une mangeoire? S'étonna Pauline. Tu ne trouves pas que ça sent un peu la vache en plus du foin? Lui souffla Victor. Jetez-moi de la paille parce que c'est haut et drôlement dur à l'arrivée, répéta Clément. La situation commençait à les détendre. Ils s'exécutèrent presque aussi amusés que des gamins. Je t'envoie Nina, cria Victor à Clément. Moi? Cria-t-elle. Courage, ce n'est pas le gouffre de Padirac, assieds-toi au bord, il va t'attraper par les pieds pendant que je te retiendrai sous les bras. Ce qu'ils firent. Pour la forme, Nina poussa un petit cri et appela sa mère. À toi maintenant, dit Victor à Pauline. Pendant quelques secondes, ils se firent face. Pour la première fois, dans son regard, Victor discerna une peur insondable, la peur d'une petite fille qui se serait glissée dans la peau d'une grande dame. Ses yeux étaient d'un bleu mauve très clair, ce qui ajoutait une impression de fragilité à son visage effrayé. Il lui posa une main paternelle sur l'épaule et elle s'assit à son tour sur le bord de la trappe. Maintenant, je te descends délicatement. Pas de gifle s'il te plaît, ironisa Théil pour détourner sa peur. Elle se laissa glisser, puis Victor se suspendit à son tour et sauta dans la mangeoire. Bizarre cette grande étable sans une seule vache dedans, s'étonna Clément. Surtout avec tout ce stock de foin, ajouta Victor. Tu penses qu'ils sont là, questionna Nina. Qui? Nos ravisseurs.
À mon avis, ils nous ont enfermés ici, loin de tout. Ils reviendront peut-être, mais je crois bien que nous sommes seuls. Ils empruntèrent le dallage au milieu des loges et se dirigèrent vers la sortie. Victor poussa une porte qui ne résista pas. Une douce chaleur les ravigota d'un coup et éclaira le visage de Nina et Pauline. La porte débouchait sur un petit couloir qui arrivait dans une vaste cuisine traversée par des raies de lumière qui provenaient des volets d'une petite fenêtre. Clément appuya sur un interrupteur et l'éclairage tomba sur la toile cirée d'une table sur laquelle était déposée une grosse tourte de pain, quelques pots de confiture et une corbeille de fruits. Ils tombèrent en arrêt devant ces victuailles et se regardèrent ébahis. « Il est tout le piège » fit Clément incrédule. « Pour des otages, on dirait que nous sommes gâtés » ajouta Victor. Pauline se dirigea vers un grand réfrigérateur, coincé entre une antique cuisinière et un grand buffet, elle l'ouvrit, il était plein de vivres, viande charcuterie, yaourt, salade et légumes. « Rien que du bio, on dirait » s'étonna Clément. « Voyons voir le buffet » suggéra Nina. Il était garni pour un siège lui aussi. « Laissez-moi ouvrir cette porte avant de manger » proposa Victor. Il ouvrit la porte qui donnait vers l'extérieur, fit glisser le verrou du volet qui la protégeait entièrement. Le jour s'était levé, une lumière blafarde se faufilait par les persiennes. On entendait le vent ronfler de plus belle. « C'est quoi cette poudre par terre ? Ils ont percé une poche du sucre ?» questionna Nina. « Mais t'as vu que c'est de la neige, au vu de la température ?» répondit laconiquement Victor. « De la neige ?» hurla Pauline. « En février, ça n'est pas rare. Mais bon sang. Qu'est-ce qu'ils ont coincé derrière ce volet pour que ça force autant ? À 3, on pousse ensemble, proposa Clément à Victor. À la 4e tentative, ils réussirent à le reculer de 20 cm. Une rafale poussa une lessiveuse de neige sur leurs chaussures. Clément, de constitution filiforme, parvint à se faufiler dans l'intervalle. La vache ! Qu'est-ce que ça caille, fit-il en tirant la porte. Victor se glissa à son tour dans l'espace élargi. Merde alors ! L'entendirent s'exclamer les deux femmes. Ils réussirent enfin à dégager le battant et à l'attacher. Jamais vu un blizzard pareil, on ne risque pas de s'échapper avec nos pompes de Parisiens, constata Clément. Devant leurs yeux ébahis, des congères de 3 à 4 mètres de haut s'étalaient aux 4 coins d'une vaste cour de ferme. Un portail de fer forgé dévoré par la rouille et verrouillé par une lourde chaîne, émergeait à peine d'1,70 m de neige poudreuse. Une vieille Renault 16 au haillon relevé et qui avait dû servir de poulailler était aux 3/4 engloutie. Au-delà, on ne voyait de la campagne que quelques grands frênes décharnés qui s'agitaient stoïquement dans un vent furieux. À partir de 100 mètres, ils disparaissaient dans des tourbillons de neige qui se confondaient à l'uniformité du ciel. Le froid était insupportable, ils rentrèrent, complètement abattus et silencieux.